Le sang battait la chamade sous mes ongles, une vibration électrique qui remontait le long de mes bras, alors que je serrais le passe magnétique de mon propre hôtel. Devant moi, ma sœur barrait l'entrée, un sourire suffisant aux lèvres. De l'intérieur du salon des fondateurs, cette pièce que j'avais dessinée, au cœur du vignoble que je possédais, résonnait le rire tonitruant de mon père. Je restais là, sur le perron, comme une vulgaire démarcheuse. « Tu ne penses quand même pas entrer ?» chuchota Élodie, sa voix dégoulinant d'un mépris mielleux. Elle ajusta sa robe de créateur, une contrefaçon grossière que j'avais repérée à 10 mètres, et s'ancra davantage dans l'encadrement de la porte. Ici, c'est le domaine souverain, Céleste. Le simple menu dégustation coûte plus cher que ce que tu gagnes en 1 an à gratter la terre. Si seulement elle savait que j'avais personnellement assemblé ce millésime avec mon maître de chai. C'est aussi mon père, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. La carte magnétique dorée dans ma main pesait lourd, comme une arme que je n'étais pas encore prête à dégainer. Je m'appelle Céleste. J'ai 32 ans, et j'ai bâti l'empire Vigne, velours à partir de rien. Juste de la terre et de la rage. Voici l'histoire de comment j'ai repris ma place à une table qui m'appartenait déjà. Maman et papa ont été très clairs, continua Élodie en vérifiant son reflet dans les vitres teintées. Ils ne veulent que des gens qui ont réussi ici, pas des gens qui empestent l'engrais et font honte à la famille. L'ironie me frappa comme une gifle. La veille, j'avais signé l'acquisition d'un domaine rival en Europe pour 250 millions d'euros. Aujourd'hui, j'étais apparemment trop embarrassante pour franchir le seuil de ma propre propriété. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas relevé. J'ai simplement baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient propres, frottées à vif avant le vol, mais en regardant de plus près, on pouvait encore deviner les traces infinitésimales du terroir incrusté dans mes cuticules. Ma peau était tannée par le mistral et le soleil, mes paumes calleuses après des années à greffer des ceps et à tester le pH des sols. À l'inverse, les mains d'Élodie étaient douces, manucurées à la perfection, agrippées à un sac de luxe acheté à crédit. Elle n'avait jamais rien fait pousser de sa vie, elle ne savait que consommer ce que les autres récoltaient. Il y a 10 ans, quand j'ai quitté l'agence de marketing familiale qui périclitait, ils m'ont dit que je commettais la plus grosse erreur de ma vie. Mon père avait ricané, disant que j'étais trop bien pour un honnête travail de bureau et que je préférais jouer dans la boue. Je n'ai pas discuté. J'ai fait une valise et pris un aller simple pour la Toscane avec mes économies. C'est là que les murmures ont commencé. Je l'ai appris plus tard, par des cousins éloignés. Ma famille ne supportait pas l'idée que je sois partie pour construire quelque chose de mieux, alors ils ont inventé une tragédie pour justifier mon absence. Une campagne de rumeurs, subtile et toxique. Pauvre Céleste, soupirait ma mère lors des déjeuners caritatifs. Elle traverse une période difficile. La fragilité mentale, c'est de famille du côté de son père, vous savez. Ils m'ont dépeinte comme une artiste maudite, une vagabonde ratée, une femme qui avait craqué sous la pression. Ils avaient besoin que je sois brisée pour se sentir entier. Pendant une décennie, je les ai laissés mentir. Je n'ai jamais corrigé le récit. Je n'ai jamais envoyé de photos de ma première acquisition à Bordeaux ou de l'inauguration de mon complexe hôtelier au Cap. J'ai choisi de devenir un rocher gris, inintéressante, immobile. Je les ai laissés croire à leur propre fiction car cela me rendait invisible à leurs yeux. Et dans cette invisibilité, j'ai trouvé la liberté. Pendant qu'ils plaignaient la jardinière ratée, je négociais des terres avec des barons et je concevais des infrastructures d'agritourisme qui révolutionnaient l'industrie. Mon silence n'était pas une soumission. C'était un bunker. Maintenant, devant les grilles dorées du domaine souverain, je réalisais l'absurdité de la situation, ce qu'ils moquaient, la terre, le labeur, l'odeur de l'engrais. Était la fondation même du luxe dont ils profitaient en ce moment même. Ils buvaient ma sueur en appelant ça du champagne. Alors, aboya Élodie, prenant mon silence pour de la honte. Tu pars ou je dois appeler la sécurité pour te faire escorter. Je regardais les lourdes portes en chêne derrière elle. Je connaissais le code du panneau de sécurité. Je connaissais le nombre de fils au centimètre carré des rideaux à l'intérieur. Je connaissais la composition moléculaire du sol sous ses talons. Je ne pars pas. Élodie, dis-je, ma voix basse et dénuée du ton suppliant qu'elle attendait. J'admire juste la vue. Elle leva les yeux au ciel et se tourna vers la fête, juste au moment où les portes s'ouvraient à nouveau. Ma mère, Juliette, sortit dans la lumière de l'après-midi. Elle ne souriait pas. Elle avait l'air agacée, comme une hôtesse gérant une erreur de traiteur. Elle passa devant Élodie sans un regard et s'arrêta devant moi,
scannant ma simple robe noire avec un mélange de pitié et de dégoût. Elle plongea la main dans sa pochette, non pas pour une étreinte, mais pour son portefeuille. « Tiens, » dit-elle en me fourrant un billet de 10 € chiffonné dans la main. « Il y a une station-service à 8 kilomètres. Va t'acheter un sandwich ou quelque chose. Reste juste hors de vue jusqu'à la fin de la réception. » Je regardais l'argent. C'était une insulte si précise, si calculée, qu'elle forçait presque le respect. 10 €. Le prix du silence. Le coût de ma dignité à ses yeux. « Nous attendons des invités extrêmement importants. Céleste, » continua-t-elle, en ajustant la broche en diamant sur son revers. Du faux, notai-je instantanément. La monture était trop cuivrée. Des investisseurs. Des dignitaires. Des gens qui comprennent la qualité. On ne peut pas te voir traîner à l'entrée comme... Enfin, comme une domestique. Elle lissa sa jupe. Un geste théâtral. C'est une pièce unique, tu sais. 70 000 €. Et le vin que nous servons? Le souverain millésime 1982. C'est virtuellement inestimable. Tu ne comprendrais pas la complexité, bien sûr, mais c'est le genre de cru qui définit un héritage. Je la fixai, et pour la première fois depuis des années, la douleur ne vint pas. À la place, je ressentis une fascination clinique. J'assistais à un cas d'école du syndrome du portefeuille vide. C'est un phénomène psychologique propre aux riches précaires, ou dans le cas de mes parents, aux anciens riches. Ils confondent la dépense avec le pouvoir. Ils croient qu'en portant la robe chère, achetée avec une carte de crédit plafonnée, ils absorbent la valeur de l'objet. Mais le vrai pouvoir est silencieux. Il n'est pas désespéré. Il n'a pas besoin d'humilier sa fille pour se sentir grand. Le vrai pouvoir, ce sont les actifs, les capitaux propres. C'est savoir calmement que vous pourriez racheter la banque qui détient leur hypothèque et la transformer en parking avant qu'ils n'aient fini leur apéritif. « Allez, file !» me chassa Juliette en se tournant vers les portes. « Et essaie de te coiffer. On dirait que tu sors d'une soufflerie. » Je ne bougeais pas vers la voiture. Je laissai le billet de 10 € glisser de mes doigts. Il voltra jusqu'au pavé immaculé en pierre calcaire. « Non, » dis-je. Juliette s'arrêta, le dos raide. « Pardon ?» J'ai dit non. Je plongeai la main dans ma petite pochette. Je ne sortis ni poudrier, ni mouchoir. Je sortis mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» lança Antoine, mon beau-frère, depuis l'embrasure de la porte, en faisant tourner son verre de mon millésime 82. « Tu appelles un taxi ? Uber est probablement en majoration, Céleste. Mieux vaut commencer à marcher. » Je l'ignorais. Je tapais sur le contact directeur financier, direct. Il répondit à la première sonnerie. « Marc, » dis-je, ma voix tranchant l'air vif comme le gel sur les vignes. « Code d'autorisation Alpha 94. L'acquisition de la start-up Techstream. » Je l'ai tout, immédiatement. Et annuler le pré-relais pour le trust familial Anderson. Rappeler la dette. « Considérez que c'est fait, Madame la Présidente, » répondit Marc instantanément. « Autre chose ? » « Oui. » « Préparer la zone d'atterrissage. » Je raccrochais. Antoine éclata d'un rire nerveux et aigu. « C'était qui ? Le chef de rayon de la jardinerie ? Geler l'acquisition ? S'il te plaît. Tu ne peux probablement même pas geler une carte de crédit. C'est triste, vraiment, » renchérit Élodie. « Maman, appelle la sécurité avant qu'elle ne nous humilie davantage. » « Je suis d'accord, » dis-je. Et à cet instant, les lourdes portes en chêne du salon des fondateurs ne s'ouvrirent pas simplement. Elles furent poussées à la volée, maintenues par 2 hommes en costume noir impeccable. Le rire mourut dans la gorge d'Antoine. Olivier, le chef de la sécurité de tout le groupe, un ancien de la Légion étrangère qui ne rendait compte qu'à moi, sortit dans la lumière du soleil. Derrière lui, le directeur général du domaine, pâle et terrifié. Ils ne regardèrent pas ma mère. Ils ne regardèrent pas Élodie. Ils passèrent devant les VIP et s'arrêtèrent directement devant moi. Olivier inclina la tête, un geste de déférence absolue. « Bienvenue chez vous, Madame la Présidente », dit-il, sa voix portant clairement jusqu'au groupe stupéfait derrière lui. « Le personnel est rassemblé dans la cave. Votre hélicoptère est en approche. » Le silence qui suivit la déclaration d'Olivier fut absolu. C'était un vide, aspirant tout l'oxygène de la terrasse. La bouche de ma mère s'ouvrit, puis se referma, imitant un poisson hors de l'eau. Le cerveau d'Élodie n'arrivait visiblement pas à faire fusionner les deux réalités, la jardinière ratée et la présidente. « Je crois, » dis-je en brisant le silence d'une voix polie comme du verre, « que vous avez réservé le salon des fondateurs. Ma cave privée. On y va ?» Je n'attendis pas de réponse.
Je passais devant eux, les talons de mes bottes claquant rythmiquement sur la pierre. Olivier et le directeur général m'encadrèrent immédiatement, formant une phalange d'autorité qui força ma famille à s'écarter comme la mer Rouge. En franchissant le seuil, le personnel à l'intérieur, sommelier, chef, serveur, cessa toute activité et se mit au garde à vous. « Bon après-midi, mademoiselle Céleste », dit le chef sommelier, le ton révérencieux. « Nous avons décanté le 4,22 comme demandé. La température est précise. Merci Julien. » Ma famille trébucha derrière moi, les yeux écarquillés par la peur. Le salon était une cathédrale dédiée au vin, faite de pierres de taille et de bois anciens. Ça sentait le chêne, les fruits rouges et l'argent. Beaucoup d'argent. Mon père serrait toujours son verre, les jointures blanches. « C'est impossible, bégaya-t-il. Tu creuses des trous. Tu plantes des graines. Je cultive des héritages, le corrigais-je. Je marchais jusqu'à la table de dégustation centrale, où la bouteille vide du millésime 1982 trônait sur un plateau d'argent. Je la saisis et me tournai vers eux. « Tu te vantais de ce vin tout à l'heure, maman. Virtuellement inestimable, as-tu dit. C'est le cas, chuchota-t-elle, la voix tremblante. Le meilleur de la région. Lisse, l'étiquette. Je lui tendis la bouteille. Elle hésita, puis se pencha, plissant les yeux vers l'élégante signature au bas de l'étiquette. « Maître Vigneron », lut-elle à voix haute. « Céleste Souverain ». La bouteille glissa de la main de mon père. Le verre explosa sur le sol en pierre, éclaboussant les chaussures contrefaites d'Élodie, avec 70 000 € de vin. « Tu as changé de nom », souffla Élodie. « Je l'ai réclamé, dis-je. Souverain n'est pas juste une marque. C'est une promesse de qualité. Quelque chose que cette famille a cessé de valoriser il y a longtemps. » « Mais, comment ?» s'étouffa mon père. « L'argent, le capital. Je l'ai gagné. Pendant que vous achetiez du statut à crédit, j'achetais des terres. Pendant que vous donniez des fêtes, j'étudiais la chimie des sols à Bordeaux. Et pendant que vous meniez l'entreprise familiale à la faillite, je construisais un portefeuille qui fait passer votre vieil argent pour un vide-grenier. Faillite ? Ricana Antoine, bien que sa voix fût mince. On va très bien. On est en pleine expansion. Vous êtes insolvable, coupa une nouvelle voix. Un homme en costume gris impeccable sortit de l'ombre de l'alcôve. C'était Jean-Pierre, mon avocat principal. Il tenait un dossier en cuir épais. « Qui est-ce » demanda ma mère, essayant de retrouver sa hauteur habituelle, mais échouant lamentablement. « C'est l'homme qui vous possède, » dis-je calmement. Jean-Pierre posa le dossier sur la table. « Il y a 6 mois, commença-t-il. Sur un ton conversationnel mais mortel, le groupe marketing Michel. Juliette a fait défaut sur ses principaux prêts commerciaux. La banque s'apprêtait à saisir tous les actifs. Mais pire, l'audit interne a révélé des irrégularités. Mon père devint gris. Demande de prêts falsifiés, continua Jean-Pierre. Valorisation d'actifs gonflés. En France, c'est qualifié d'escroquerie bancaire. Ça vaut 5 à 10 ans de prison ferme. Ma mère agrippa le bras de mon père. Michel ? Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. La banque était prête à porter plainte, dis-je. Il voulait faire un exemple. Mais une société d'investissement privé est intervenue à la dernière minute. Elle a racheté la dette. La totalité, les prêts commerciaux, l'hypothèque de votre maison, les leasings de vos voitures. Ils ont payé cash pour faire disparaître les charges criminelles. Je marquai une pause. Cette société est une filiale de Vigne, Velours. J'ai racheté votre dette, papa. Je possède ta maison. Je possède tes voitures. Et je possède les preuves qui pourraient t'envoyer en prison. Tu nous possèdes ? Hurla Élodie, hystérique. C'est illégal. On ne peut pas acheter des gens. Je n'ai pas acheté des gens, corrigeai-je froidement. J'ai acheté du papier, des créances douteuses, de la mauvaise dette dont personne ne voulait parce que la garantie ne valait rien. Ma mère retrouva sa voix, et fidèle à elle-même, ce n'était pas pour s'excuser, c'était pour accuser. « On a fait ça pour la famille !» cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Des larmes de terreur, pas de remords. On essayait de maintenir notre rang. Tu sais combien ça coûte de garder les apparences ? On a tout sacrifié pour construire un héritage. Vous avez construit une pyramide de Ponzi, dis-je. Et vous avez utilisé mon nom pour le faire. J'ouvris le dossier. Sur le dessus, un document de garantie de prêt datant de 5 ans. Il portait une signature qui ressemblait remarquablement à la mienne. Vous avez imité ma signature quand j'étais en Italie. Vous avez utilisé ma solvabilité, qui était parfaite, pour garantir le premier prêt de votre rebranding.
Vous m'avez volé avant même que je gagne mon premier million. On allait rembourser. Rugit mon père, essayant d'invoquer l'autorité du patriarche qu'il fut jadis. Il frappa la table du poing. Mais le son fut faible, creux. Je suis ton père céleste. Tu me dois le respect. Je t'ai mis un toit au-dessus de la tête, et je viens de vous éviter le pénitencier, répliquai-je. Je pense que les comptes sont équilibrés. Je regardai Jean-Pierre. Il me tendit une lourde enveloppe crème. Je la fis glisser sur la table jusqu'au débris de la bouteille. Ceci est un avis d'expulsion. Le sang quitta le visage d'Élodie. Quoi? La villa où vous vivez, expliquai-je. La maison ancestrale qui est dans la famille depuis des générations, elle servait de garantie au prêt. Elle appartient désormais à Vigne, Velours, et la politique de l'entreprise est stricte. Le personnel non essentiel n'est pas autorisé à résider dans les logements de fonction. Tu ne peux pas faire ça, chuchota Juliette. Où allons-nous aller? Je crois qu'il y a un hôtel Formule 1 sur la Nationale, dis-je. Ils ont des chambres libres. Vous avez 24 heures pour vider les lieux. Tout ce qui restera après ce délai sera considéré comme abandonné et donné à Emmaüs. Antoine s'avança alors, le visage luisant de sueur. Il essaya de sourire, ce sourire de vendeur charmeur. Céleste, écoute, c'est du lourd. Mais gardons le business à part, d'accord? Ma start-up, Techstream. On vient d'avoir notre série A approuvée. Je peux aider. Je peux payer un loyer. On attend juste le virement de l'investisseur principal. Je le regardais. Et pendant une seconde, j'eus presque pitié de lui. Presque. Antoine, dis-je doucement. Qui est l'investisseur principal selon toi? Il cligna des yeux. C'est un fonds de capital risque. V Ventures. Vigne, velours, traduisis-je. Ses genoux flanchèrent littéralement. Il s'agrippa au bord de la table. J'ai retiré l'offre ce matin. Le financement est annulé. Le prêt relais est rappelé. Ta société est en cessation de paiement depuis. Je vérifiai ma montre. 12 minutes. Tu m'as ruiné, murmura-t-il. Je t'ai audité, dis-je. Il y a une différence. Ton business model, c'était de la fumée, tout comme cette famille. Je me tournai vers Olivier. Escortez-les dehors. Récupérez leur passe VIP, rayez leur nom de la liste, et assurez-vous qu'ils n'emportent rien qui appartienne au domaine. Ça inclut l'argenterie, maman. Juliette laissa échapper un sanglot qui ressemblait à celui d'un animal blessé. Élodie se jeta vers moi, les mains en griffes, mais la sécurité l'intercepta sans effort. « Je te déteste !» hurla-t-elle, postillonnant de rage. « Je te déteste. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse. Je ne pense pas assez à toi pour être jalouse, répondis-je. Je leur tournai le dos. J'entendis le bruit des chaussures qui traînent, les pleurs, les protestations pathétiques de mon père exigeant de parler à un responsable, seulement pour qu'Olivier lui rappelle qu'il parlait à la propriétaire. J'écoutais le son de ma famille, se faisant expulser de force de l'empire que j'avais bâti. Ça ne sonnait pas comme une victoire. Ça sonnait comme quand on sort les poubelles. Les lourdes portes se refermèrent, scellant le silence à l'intérieur. Je me tournai vers mon personnel. Il n'y avait aucun jugement dans leurs yeux, seulement le respect calme de soldats ayant vu leur général gagner une guerre sans tirer un coup de feu. « Julien, dis-je. Le 82. Il est gâché. » Je désignai la flaque sombre sur la pierre. « Une tragédie, madame, » répondit Julien. « Mais peu. Être un sacrifice nécessaire. Ouvrez une autre bouteille, dis-je. Pour le personnel, partagez-la. Toute. Vous l'avez méritée aujourd'hui. » Des sourires sincères percèrent leur masque professionnel. Je marchai vers Jean-Pierre. « Les documents de transfert pour le groupe marketing, demandai-je. Ils sont prêts? Juste ici. En tant que propriétaire de la dette, vous avez le droit de liquider immédiatement. On peut fermer les bureaux lundi matin. » Je regardai l'écran. Je vis les noms des 42 employés qui travaillaient pour mon père, des comptables, des assistants, des gens qui avaient des familles. « Non, dis-je. Pas de liquidation. » Je pris le stylet, virai l'équipe de direction. Michel, Juliette, Élodie. Résilier le contrat de consultant d'Antoine. Mais garder le reste. Garder le personnel. Honorer leur contrat. Et Jean-Pierre? Augmentez-les de 10%. Nous allons tout restructurer. Je ne détruis pas l'entreprise. Je taille le bois mort pour qu'elle puisse enfin grandir. Je signai l'ordre. Ce n'était pas de la pitié, c'était de l'agriculture.
On ne brûle pas le champ juste parce que l'épouvantail est incompétent. On vire l'épouvantail. Je quittai la cave et sortis dans les vignes. Le soleil commençait à plonger sur les collines, peignant les rangs de cabernets en or et violet. Je marchais loin de la maison principale, m'enfonçant dans la terre. Je m'agenouillais. Ma robe parisienne touchait la poussière, mais je m'en fichais. Je plongeais mes doigts dans le sol au pied d'une vigne. C'était frais, vivant. Ma famille appelait ça de la saleté. Ils pensaient que c'était quelque chose dont il fallait avoir honte. Ils ne comprenaient pas que la terre, c'est juste du potentiel qui attend du travail. Les gens parlent de la vengeance comme d'une arme. Ils pensent qu'il s'agit de détruire. Mais là, avec la terre sous mes ongles, j'ai réalisé qu'ils avaient tort. Ce n'était pas une vengeance. C'était une vendange. Pendant 32 ans, ma famille avait planté les graines du mépris. Ils les avaient arrosées de négligence. Aujourd'hui, ils récoltaient simplement ce qu'ils avaient semé. Et moi, j'avais planté la résilience. J'avais planté le silence et la stratégie. J'avais enduré les saisons de sécheresse et le gel de leur rejet. Et maintenant, je tenais le fruit de mon propre labeur. Je ne les ai pas détruits. J'ai juste arrêté de les porter. J'ai cessé d'être le tuteur qui soutenait leurs vignes creuses. Et sans moi, ils se sont simplement effondrés sous leur propre poids. Je pris une poignée de terre et la laissai glisser entre mes doigts. Ça ne sentait pas l'engrais. Ça sentait la victoire. Je suis céleste souverain. Et je suis enfin rentré chez moi.